Les boutiques Poche, Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous présentent votre émission telle qu'elle. Et donc voilà, donc même si effectivement de prime abord on voit une petite blonde débarquer, on se dit mais qu'est-ce que elle fait là Elle dans est la perdue. mangrove, dans la mangrove, j'ai fait des sujets sur Mais le c'est crack, ça. j'ai eu plein de moments difficiles dans ma vie, voilà, c'en est un autre qui est pas très agréable, voilà, se faire critiquer c'est jamais très agréable, voilà, non sans peine, mais des beaux enfants et beaucoup d'amour et je pense que voilà, c'est ma fierté. Je pleure rarement, c'est ouf. Ouais. Bravo. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont. Et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle qu'elle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Businesswoman, maman, passionnée de sport et dernièrement aventurière koh Alexandra Élysée se prête au jeu de l'interview intimiste chez Telle qu'elle. Alexandra Élysée, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bienvenue chez Telle qu'elle. Je suis ravie de t'accueillir sur ce beau canapé. Ouais, merci, je suis ravie d'être là. Alexandra, tu es la fille aînée de la fratrie Élysée, l'héritière d'une lignée d'hommes, donc tu reprends les rênes du groupe, on en parlera. Tu as également participé à l'aventure koh, la grande aventure, on en reparlera également. On va faire plus ample connaissance avant et ça passe souvent par la découverte de l'objet mystère de l'invité. J'ai hâte de découvrir le tien et que tu nous en parles. Alors, j'ai pas fait hyper original, j'ai réfléchi à plein d'options, mais je me suis dit je vais faire quelque chose qui me caractérise bien. Et donc, c'est un téléphone. Presque sans surprise. Ouais, presque sans surprise parce que je suis souvent avec mon téléphone, qu'il représente un peu ma vie professionnelle parce qu'aujourd'hui je fais énormément de choses avec mon téléphone, même à distance, que c'est aussi ma vie familiale parce que j'immortalise en permanence des photos, des vidéos de mes enfants, c'est avec ça qu'on communique aussi, et puis c'est vrai que j'ai tendance à partager beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ça passe aussi par mon téléphone, la maison du bonheur, et donc voilà, donc je trouvais que c'était finalement l'objet qui me ressemblait le plus et qui, voilà. Et du coup, tu as dû t'en séparer pendant une petite période. Tu as fait une petite cure de désintox. Ouais. Mais tu vois, ça n'a pas été si difficile que ça. Et comme quoi, voilà, on pense que c'est un objet essentiel et ça peut finalement ne pas l'être. Mais ouais, j'ai dû m'en séparer quelques temps. Quelques temps, super. Écoute, voilà, très bien. Tu le déposes juste là. Alexandra, est-ce que tu pourrais me parler des origines de la famille Élysée ? Alors c'est vrai qu'on a tendance parfois à croire que surtout moi parce que physiquement je fais pas peut-être très martiniquaise. Exactement. Tout le monde se pose souvent la question et oui en fait Élysée c'est tout simplement une esclave qui s'appelait Élise. À l'époque il n'y avait pas de nom de famille, les esclaves avaient juste un prénom et au moment de l'abolition de l'esclavage il a fallu qu'elle choisisse un nom de famille et donc Élise s'est transformée en Élise Élysée. Okay. Et voilà, et c'est le début de l'origine de mon nom de famille avec que des hommes évidemment et puis voilà je suis la première fille et c'est pour ça que je porte le nom du coup Élysée. Voilà l'histoire. Donc oui complètement antillaise et complètement martiniquaise, voilà. Il y avait même une souche au niveau de la Guadeloupe, il y a plusieurs générations, exactement. Il me semble. Exactement. Donc oui, Guadeloupe, Martinique, voilà, complètement, les Antilles. Complètement antillaise, exactement. Alexandra, il me semble, j'ai ouï dire que tu as voulu aller un peu plus loin et que tu aurais fait un test ADN. Exactement. Je me suis dit... Pourquoi cette démarche ? Ma mère est métropolitaine, je sais que j'ai des métissages de partout, ma mère est franco-suisse, donc oui. Voilà, donc je sais qu'il y a un peu de tout partout. Et je me suis dit, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a, quoi. Et en fait, les trois origines principales, c'est évidemment un peu d'Europe, j'imagine par ma maman. Ensuite, tout ce qui est ibérique, c'est-à-dire Espagne, Portugal. Et en numéro 3, Afrique, c'est-à-dire Nigeria, Sierra Leone. Très certainement lié justement à ses origines martiniquaises. Enfin voilà, on est tous, je dirais, exportés à un moment. On vient d'Afrique et donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai du Nigeria et du Sierra Leone. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez marrant parce que quand on me voit, on se dit pas forcément ça. Moi, je sais que je suis martiniquaise, je me sens martiniquaise, mais on voit pas le côté africain chez moi, quoi. Pas de prime abord, mais voilà, en tout cas, maintenant, les choses sont claires pour toi. Et du coup, la démarche est vraiment très intéressante. Ça pourrait donner des petites idées.
Alexandra, avant de diriger les entreprises du groupe Élysée, tu as été journaliste. Tu as réalisé un magazine qui s'appelait Destin d'Outre-mer, mais également tu as présenté un magazine d'investigation, Zone d'ombre, où il y avait de réelles prises de risques. Qu'est-ce que ça représente, cette tranche de vie pour toi? Zone d'ombre et Destin d'Outre-mer, c'est, je pense, des moments vraiment marquants de ma vie professionnelle, vraiment presque mes plus belles années. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, il y avait beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'excitation autour de la réalisation de ces reportages. C'était très difficile parce que je faisais quasiment tout seul, surtout sur Zone d'ombre. Et donc forcément, la pression, quoi. Faut livrer quelque chose, faut y arriver. Et les sujets étaient un peu touchy, donc pas facile. Mais c'était génial. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux quand même donner des petits exemples pour que, quand je dis qu'il y a des réelles prises de risques, que les gens comprennent les sujets un peu touchy, tu peux nous donner un exemple sur Zone d'ombre? Voilà, par exemple, j'ai fait un sujet sur la violence, comment expliquer la violence. Ça venait souvent lié à la drogue. Donc, voilà, il fallait expliquer. Tu as intégré ces milieux? Oui, complètement, Ouais. parce que franchement, on le sait pas forcément, mais moi, je suis quelqu'un d'hyper simple. Je peux aller voir tout le monde, je parle à tout le monde. J'ai pas voilà. Pas de barrière? Zéro. Et donc voilà, donc même si effectivement de prime abord on voit une petite blonde débarquer, on se dit mais qu'est-ce que elle fait là Elle dans est la perdue. mangrove? Dans la mangrove, j'ai fait des sujets sur Mais le c'est crack. ça. J'ai fait du crack dans la mangrove, donc voilà, quand on voit débarquer, on se dit mais qu'est-ce que elle fait là? Et puis en fait au final, je veux dire, il suffit qu'on parle, qu'on se rende compte tout de suite que je viens de Martinique, que finalement on est tous les mêmes en fait. Et donc voilà, et donc du coup c'est des moments d'adrénaline. Mais quand on arrive voilà, à faire du crack, expliquer tout le process, quand on arrive à expliquer la violence et tout ce qui se passe, les armes, etc., je trouve que c'est parfois des choses qui aident à décoder de la violence chez les jeunes. Et c'était ça l'objectif d'ailleurs de ce reportage. Et c'est intéressant, quoi. Donc voilà, des belles années et des bons moments. Ouais, parce qu'on dit de toi en fait que tu aimes les gens, tu aimes rencontrer les gens, toute cette richesse qui sort des rencontres. C'est quelque chose aussi qui te nourrit, qui te passionne. Aller à la rencontre des gens. Dans Destin d'Outre-mer, c'était ça, c'était rencontrer des personnalités, des personnes connues, inconnues, mais qui ont vécu quelque chose. Et c'est 5 minutes de portrait, mais on passe 30 minutes à échanger ensemble. Et que ce soit dans la réussite, dans la douleur, dans la souffrance, dans la résilience. En fait, moi, j'ai rencontré des gens mais fabuleux. Et d'ailleurs, je faisais ça avec quelqu'un qui s'appelle Vianney Sotès, que tu dois connaître. Oui. Et voilà, quand on sortait de ces interviews, mais transformés, c'était inspirant, c'était génial, quoi. Et moi, j'adore l'homme, grand H, j'adore les gens et je trouve qu'on s'apporte beaucoup les uns les autres et que c'est par ces échanges qu'on en apprend et qu'on grandit. Aujourd'hui, tu diriges les entreprises du groupe Élysée. Donc, on rappelle Circuit Élysée, le groupe RCI, Snack Élysée, bien entendu, mais que tu ne gères pas en opérationnel, et un hôtel qui arrive bientôt dans le sud. Comment est-ce que tu fais pour gérer ces structures? Tu es maman également. C'est quoi ton secret? Le secret, c'est peut-être l'organisation, parce que oui, c'est pas facile, c'est un peu fatigant. Je le disais tout à l'heure, je te le confiais. Je suis pas fatiguée ce soir, mais Parce que tu t'arrêtes pas. oui, mais je vis, quoi. Donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas, parce que quand on est fatigué, forcément, il y a des moments avec les enfants, le travail, etc. Il y a des bas, mais au moins l'encéphalogramme, il est pas plat, et donc voilà. Donc je te dirais l'organisation et puis l'envie de faire des projets. Moi, en fait, je suis hyper heureuse quand je fais des choses. Donc même si je suis fatiguée, je ne m'arrête pas de faire, en fait, parce que je sais qu'après, je serai contente. Tu as dû prendre, on parlait des entreprises du groupe concernant Circuit Élysée, notamment Magenta en Martinique. Tu as dû prendre des décisions parfois difficiles, je pense notamment au récent licenciement. Comment est-ce que tu as vécu cela? De toute façon, quand tu passes un moment de vie avec les gens, à titre personnel comme à titre professionnel, c'est toujours des moments qui sont difficiles. On a souvent d'ailleurs une image très négative des chefs d'entreprise. Mais en fait, voilà, on est là pour amener un bateau, essayer de faire en sorte qu'il aille le plus loin possible, le plus longtemps possible. On oublie que le bateau, il peut s'écraser. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte d'avancer. Et donc, parfois, ça nous impose de prendre des décisions qui sont difficiles. On oublie que chef d'entreprise, c'est aussi des responsabilités, du stress, réussir à prendre les bonnes décisions, encore une fois, pour aller le plus loin possible ensemble. Et voilà, il y a eu une crise du cinéma, faut le dire, le Covid. Ça a été des moments qui ont été compliqués. Donc, il a fallu prendre
prendre des décisions. Et donc voilà, je considère que j'avais la responsabilité de les prendre, le devoir de les prendre. Et donc voilà, et j'espère que dans les années qui vont venir, ça reviendra. Je sens que les gens commencent déjà à revenir et c'est une très bonne nouvelle. Mais malheureusement, ça fait partie aussi de la vie des entreprises d'avoir des moments difficiles comme celui qu'on a vécu il y a 2 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette vision un peu toujours péjorative ou négative pour le dirigeant d'entreprise qui doit faire face à certaines situations et prendre ce genre de décision. Et le tableau qu'on dresse est souvent noir. C'est pour ça effectivement que je pose la question, parce que c'est jamais de bon cœur forcément qu'on arrive à ces choix. En fait, tu sais, je pense qu'il y avait la vision des chefs d'entreprise d'il y a 50 ans. On est en 2022. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai 35 ans, j'ai fait une école de commerce il y a 10 ans. Moi, j'ai été éduquée avec des valeurs de entreprise dans lesquelles, moi, c'est la bonne personne à la bonne place. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu seras pas bon, donc ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver qui te corresponde le mieux ? Moi, j'ai grandi avec des valeurs, en tout cas professionnellement parlant, que tu sois dans un bon environnement pour bien travailler. Tu connais pas mes bureaux, mais moi, mes bureaux, je veux dire, oui, on va dire oui, c'est un peu start-upper, mais oui, il y a un baby-foot, c'est joli. Mes collaborateurs ont choisi la couleur d'un mur parce que pour que ça les fasse se sentir bien. D'ailleurs, on appelle ça le bureau du bonheur. Donc voilà, c'est anecdotique, mais c'est pour dire que j'essaye d'accorder de l'importance au fait que les gens se sentent bien parce que pour moi, ils travailleront mieux et on passe quand même beaucoup de temps au travail, donc c'est important. Donc oui, ça passe par des moments difficiles où on doit travailler plus parce qu'il y a des gros projets, ça passe par des moments où, compliqués, mais le tout, c'est que les gens soient épanouis. En tout cas, j'y porte une attention particulière. Mais c'est vrai que souvent, on voit le chef d'entreprise comme celui qui donne des ordres, qui est méchant, etc. Moi, je me suis décrite d'ailleurs dans Koh-Lanta en tant que leader. Tout le monde a dit « Oh là là, un petit chef ». Mais en fait, c'est parce que moi, derrière cette définition de leader, je vois quelqu'un qui est là, un peu un chef d'orchestre, qui amène les gens et pas un petit chef qui donne des ordres, quoi. Donc voilà, mais on a malheureusement une vision un peu négative. Et on a besoin de leaders, mais souvent on les aime pas. Et voilà. Alexandra, parlons Koh-Lanta. Enfin. Alors, 25 000 candidatures, 24 retenues, c'est déjà une victoire. C'est déjà vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tu es la première Martiniquaise à vivre en Martinique qui participe à cette grande aventure. C'était un rêve. On l'a compris un peu de ce que tu as déjà partagé. Comment tu t'es préparée mentalement et physiquement en sachant que dans ta famille, il y a des femmes sportives, notamment la natation, tu vas nous en parler. Comment s'est passée cette préparation ? Je pense que j'ai été justement éduquée. Ma mère a fait les Jeux Olympiques, c'est pour y faire référence. Moi, j'ai fait les championnats de France de natation, enfin les championnats de France junior, mais parce que j'ai toujours été élevée dans un milieu dans lequel on fait du sport, on se bat pour ce qu'on veut, on doit être tenace, on se donne, même si on connaît l'échec, mais c'est pas grave, on rebondit. Ça arrive beaucoup dans le sport quand on est sportif. Et donc voilà, donc ma préparation déjà à Koh-Lanta, je pense que ça a été ma mère pendant toutes ces années à me dire ok, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, bats-toi, nage, entraîne-toi et ça va marcher. Donc voilà. Après, c'est évident. Tu l'as dit, c'est une fois qu'on sait que ça va le faire et qu'on va le faire, bon bah là tu te dis ok. Faut passer la vitesse supérieure. Donc voilà, je me suis entraînée un peu plus avec Gino Fidelin notamment, sur une slackline pour essayer de travailler mon équilibre dans la mer au diamant avec des poids sur les épaules pour essayer de gagner en renforcement musculaire. Bon, on a fait des trucs un peu fous. Tu faisais 20 fois le banc de l'archer dans une journée ? Non mais blague à part, on faisait 20 fois, non mais on faisait le banc de l'archer, entre chaque palier, il me disait « Allez, maintenant, on fait des pompes, des squats, etc. » Donc, voilà, on a travaillé le côté physique, mais, et puis le côté mental aussi, parce que faut être positif, quand tu manges pas, il faut un moment. Donc voilà, on a travaillé tout ça, pensée positive, et donc voilà, mais après, quand tu rentres dans l'aventure, c'est plus la même chose. Tu as essayé d'apprendre à faire du feu ? Oui, mon Dieu Seigneur. Alors, dans ton jardin ? Oui, j'ai essayé d'apprendre à faire du feu, j'ai coupé du bambou. D'ailleurs, j'ai emmené tout le monde dans ce truc-là en leur disant « Allez, venez, si on allait faire du feu ?» Personne ne s'est douté que c'était pour Koh-Lanta. Certaines m'en veulent encore aujourd'hui en me disant « Non, mais franchement, t'aurais pu me le dire, quoi. » Non, on n'a pas le droit. Donc, non, pendant des mois, j'ai essayé de faire du feu, prendre du bambou, frotter, etc. Bon, ici, c'est très sec. Vous l'avez remarqué, là-bas, c'est très humide. J'avais pas réussi à faire du feu ici, donc autant vous dire que là-bas, c'était encore plus compliqué. C'est pour ça qu'on a vu qu'on a échoué, malheureusement, avec Koh-Lanta. Mais ouais, j'avais essayé. J'ai essayé. Tu as été très durement critiquée sur les réseaux sociaux, agaçante, autoritaire, voire même dictatrice. Est-ce que ces bad buzz t'ont affectée et est-ce que tu étais prête à cela ? Est-ce que tu as été préparée ?
Alors, plein de questions sur... oui, je veux dire, quand le premier épisode est sorti et que j'ai dit clairement, non, on la prend pas parce que, en fait, on considère tous les deux que c'est potentiellement la moins athlétique et donc le fait de juger quelqu'un sur ses capacités, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez franc, j'ai pas voulu la blesser, mais j'ai juste voulu être hyper honnête. Et en fait, voilà, les gens ont pris ça comme étant quelque chose de pas très gentil. Et en plus, derrière, le fait de m'annoncer comme étant leader, ça a été super mal vécu. Alors que moi, je savais ce que je voulais dire derrière leader. C'est ça, le message que tu voulais faire passer. Exactement, mais ça a été hyper mal perçu. Bon, on le voit au fur et à mesure des épisodes. Je veux dire, si à un moment, j'exaspère pas les gens sur le camp, c'est qu'en réalité, je ne suis pas comme ça. Je suis pas un dictateur. Et d'ailleurs, je le dis à un moment, je dis, mais non, mais leader, c'est pas dictateur. Mais... On en parlait quoi, l'image du leader est super négative et je pensais pas qu'elle était aussi négative. Et donc dès que j'ai, je pense, énoncé le mot leader, on s'est dit oh là là, c'est le petit patron qui gonfle les gens. Les gens, je pense, se sont identifiés, ils ont vu leur patron en me regardant et ils se sont dit en fait, elle nous insupporte vraiment. Bon, après, voilà, c'est le jeu. On est préparé, c'est la question que tu posais. Ouais. Tout de suite, on a un psy qui nous demande, voilà, les réseaux sociaux sont très durs. Twitter, c'est un univers, enfin c'est un réseau social dans lequel les gens sont là pour critiquer. Préparez-vous à ça. On vous invite à ne pas regarder Twitter. Donc, ils sont vraiment dans une démarche d'accompagnement depuis le début. Ils nous ont dit comment ça va se passer, comment réagir, ne pas regarder, voilà, réussir à faire abstraction de ça. Donc, on a été préparés. Après, c'est évident, quand tu reçois un message, 2 messages, 3 messages, que tu regardes des choses, bon, franchement, ça fait plaisir à personne. Après, voilà, j'ai eu plein de moments difficiles dans ma vie. Voilà, c'en est un autre qui est pas très agréable. Voilà, se faire critiquer, c'est jamais très agréable. Donc voilà. Après, je sais ce que je suis. Je sais que je suis pas quelqu'un de fondamentalement méchant ou que même dans ma façon d'être leader, je suis pas quelqu'un d'autoritaire. Et donc voilà. Donc je sais ce que je suis et je me raccroche à ça. Et voilà, tant pis. Ils ont cette image-là. Je sais que je peux rien y faire de toute façon. Voilà. Et puis ça va passer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'aventure Koh-Lanta ? Alors le moment qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le moment où on arrive en fait, hein, où on est sur le bateau et on se rencontre les uns les autres, on découvre les caméras, on découvre tout ça. Pourquoi ? Parce que ça fait des années déjà, c'est un rêve que je rêvais d'accomplir depuis je dirais 20 ans quoi. Wow. Et donc forcément passer les castings et ce 6 mois de casting hyper lourd, y arriver. On a été confinés juste avant, puisqu'il fallait qu'on soit dans une bulle sanitaire, se séparer de sa famille, on le disait, lâcher le téléphone portable, faire une sorte de séparation avec le boulot, la famille, mais voilà, toute ta vie en fait. Quand tu arrives dans l'aventure, tu te dis, ça y est en fait. C'est-à-dire que je l'ai rêvé, on a quitté tout le monde, on a été confinés, ça a été très difficile ce confinement parce que tu es seul avec toi-même avec 3 sudoku, 4 livres et t'as rien à faire dans une chambre jusqu'à ce que tu démarres l'aventure. Donc en vrai, quand tu démarres, tu te dis ça y est quoi. Et tu vois Denis Brognard arriver, tu te dis ok en fait, on est vraiment dans Koh-Lanta quoi. Et là tu vois l'épreuve avec les puzzles, tu te dis oula, en fait, ça y est, c'est réel en fait, ça devient réel. Et donc voilà, c'est le moment qui m'a le plus marqué parce que je pense qu'on l'a rêvé et que ça montrait que c'était vrai quoi. Du coup, les premières secondes dans l'aventure, mais qu'est-ce que tu ressens ? Dans quelle étape psychologique tu es ? Est-ce que tu es méga excitée ou est-ce qu'en vrai, là, ça bat la chamade, tu es hyper stressée, tu as un niveau d'anxiété au maximum ? Qu'est-ce que tu ressens ? Tout. C'est-à-dire que c'est tout. C'est-à-dire que tu es trop heureux d'être là, hyper reconnaissant d'être là parce qu'on t'a choisi, quoi. Je veux dire, on m'a prise. Il y en a qui disent oui, on a choisi Alexandra, on a choisi telle Martiniquaise. Non, en fait, on m'a prise moi. Il se trouve que je suis Martiniquaise, mais ils m'ont choisi. Mais quel honneur, donc moi, j'étais tellement gratitude. C'est vraiment le terme. Je me disais mais merci de pouvoir vivre ça en fait. Gratitude, excitation, je dirais enthousiasme. Je me disais j'avais hâte de pouvoir me confronter aux autres, envie de défis sportifs, mais j'avais la trouille aussi. C'est-à-dire que quand on te dit, voilà, les 2 derniers, ils ont un bracelet maudit, des votes jusqu'à la réunification, tu te dis, faut pas que j'ai ça. Donc le stress, on voit, à un moment, je suis là, je tiens mes mains, et puis la peur, t'as tout en fait, et puis t'es tout seul, quoi. C'est-à-dire que là, tu sais pas si les aventuriers, copains, pas copains, t'es seul en fait. T'es seul face à toi-même. Je peux pas appeler ma mère. Bon, j'ai un petit coup de stress là avant ma compétition. Et puis qu'elle te rebooste, te donne de l'énergie, ou Philippe, ou les enfants. Rien en fait. T'es seul face à toi-même. Donc là, tu prends ton stress. Exactement. Tu serres les fesses, tu te dis ok.
Là, voilà, tu t'as compris l'objet mystère, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc voilà, donc tous ces sentiments-là. Mais elle tire pas d'émotion. Mais encore une fois, là, ça vit, tu vois. Ma sœur, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, Alex, j'avais l'impression que t'étais morte. Parce que, en fait, quand il m'arrivait un truc, je pouvais pas t'appeler. Donc voilà quoi. Donc elle me dit dès que j'avais une nouvelle, elle a quand même eu un enfant qui était en bas âge, donc elle me dit il y avait des trucs où je me disais tiens j'ai trop envie d'appeler ma sœur et elle me dit je n'avais aucun moyen de te joindre, ça n'existe plus en 2022. Et donc voilà, donc emmener tous mes proches, faire un voyage et passer des moments ensemble, c'est ça l'essentiel. Super. Comment on fait quand on doit disparaître plusieurs semaines? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? C'est pas facile, on invente un gros mytho et on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus crédible possible. Alors je suis pas du tout menteuse, j'ai d'autres défauts mais pas celui-là. Donc du coup c'était un peu compliqué. Donc on avait inventé on avait vu qu'il y avait une compétition au Maroc pendant 3 semaines, un trek, parce qu'il fallait quand même que ça dure un peu longtemps. Parce qu'il y a des ça te ressemble, en plus ça va, c'est pertinent. Voilà, fallait que ce soit un peu crédible, parce que bon, barouder toute seule pendant... Non, une compétition au Maroc, ça passait un peu mieux. Et donc voilà, et après rendre le truc crédible. Mais après, dès qu'on te pose des questions, qu'on rentre dans le sujet, alors et donc, t'as vu l'Atlas? Quand je suis revenue, t'as vu l'Atlas? Où tu vas où? Quelle ville? J'étais là genre, oh, c'est un peu compliqué, enfin voilà, puis c'est un peu long. Et puis en fait, je vais faire une vidéo et je vous la montrerai. Genre, donc j'ai inventé un vlog que j'allais faire après, qui allait sortir pour raconter. Donc en gros, non, je vous raconterai plus tard. Parce que je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir tenir une conversation sur un truc complètement inventé, quoi. Mon mytho était nul, j'aurais dû dire que je traversais l'Atlantique, au moins on m'aurait posé aucune question. Il y a la mer et il y a la mer. Il se passe rien, tu vois. Là, c'est plus compliqué, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept de la maison du bonheur? tu sais beaucoup de choses, toi. La maison du bonheur. Écoute, c'est vrai que chez moi, on l'appelle la maison du bonheur, du bonheur. On la surnomme la maison du bonheur parce qu'il y a du passage, parce qu'il y a de la vie. Je suis avec quelqu'un qui avait déjà 2 enfants, donc on en a 2 en plus. Donc déjà, ça fait 4 enfants. Belle famille recomposée. Complètement. Tu rajoutes à ça, des gens qui de passage parce que la coloc l'a lâchée, donc du coup elle est toute seule. Bon, elle habite à la maison pendant quelques mois, 6 mois, et puis tu prends quelqu'un, elle s'est séparée de son mari, elle a plus nulle part où aller. Bon, allez, t'inquiète, tu viens à la maison, et puis voilà. Et donc du coup, bon, à chaque fois que quelqu'un a une galère, de toute façon, il peut compter sur moi et je les héberge. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une maison dans laquelle il y a toujours du passage, toujours des gens, et donc toujours de la vie. Toujours de la vie. Et donc voilà, si on veut être seul, isolé, et qu'on veut se retrouver face à soi-même, c'est pas la maison dans laquelle il faut venir. Mais voilà, si t'as un coup de spleen, un soir, tu n'hésites pas, tu sais qu'au moins, il y aura de la vie. Il paraît qu'il y a même un groupe WhatsApp. Vous êtes hyper organisé à la Maison du Bonheur. Ouais, il y a un groupe WhatsApp, pareil, il y a de la vie. Il y a des engueulades aussi. Hein. J'ai quitté le groupe. Ah, ok, donc il y a une engueulade, donc voilà. Une vraie vie de famille. Ah, une vraie vie de famille. On est complètement normaux, hein. On s'engueule, on se déchire, et puis on se rabiboche, et puis on se fait des gros câlins, et puis voilà. La Maison du Bonheur. Mais c'est cool. Quelle est, du coup, pour clôturer l'émission, parce qu'on arrive déjà quasiment à la fin, j'ai envie de te demander quelle est ta plus grande fierté sur le plan professionnel? Et ensuite, tu me diras sur le plan personnel ou un très beau souvenir, peut-être sur le plan familial, la Maison du Bonheur. Mais commençons par la fierté professionnelle. Alors professionnel, fierté, j'allais dire sportive aussi. Tu vois, genre moi je pense que ma qualification au championnat de France, ça a été des moments qui ont été marquants dans ma vie parce que c'est beaucoup de travail quand tu te donnes beaucoup dans ton sport et que tu y arrives. Mais professionnel, peut-être ma boîte de prod que j'ai montée, les émissions que j'ai faites toute seule, comme une grande, genre sans l'aide de personne et voilà, faire mon petit prêt pour acheter ma caméra, présenter mon dossier et puis que ça marche. Et puis voilà, ces projets que j'ai faits qui étaient très difficiles parce que faire ces émissions, c'était vraiment très dur et très prenant. J'avais un enfant de 7 mois, donc à gérer, Rafou était tout petit. Donc voilà, et Philippe m'a beaucoup soutenue parce qu'avoir sa femme qui part faire un sujet sur la prostitution à 2h du matin, bon voilà, j'ai eu un compagnon très, très présent, mais ça a été des moments marquants. Très compréhensif du coup. Mais d'où, parce que tu l'as dit, ça n'a pas été facile. Ça veut dire que tu avais vraiment envie de monter cette boîte de prod, envie de ces projets. Mais cette passion pour le journalisme, elle est née comment? Peut-être je suis un peu maquerelle, je sais pas. Non, je suis très curieuse, c'est vrai. Ouais. Et puis j'adore interviewer des gens. Moi, j'adore. En fait, vraiment, et d'ailleurs, je pense que je resterai toujours fondamentalement journaliste dans l'âme. Dans l'âme, quoi. C'est ce que Kathleen Billes me disait souvent. Elle me dit, de toute façon, toi, tu
seras toujours journaliste parce que j'aimais ça, quoi. Ouais. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, vraiment. Mais c'est vrai que voilà, c'est des entreprises qui ont été montées dans lesquelles j'ai la chance d'intervenir. Mais c'est vrai que ces projets, c'est des projets que j'ai montés seule de A à Z. Ces émissions n'existaient pas. Et donc voilà, je pense ma fierté professionnelle, c'est peut-être cette petite parenthèse journalistique dans ma vie. Ouais, une belle fierté, en effet. Alors, et sur la partie familiale, perso, si tu devais partager avec nous soit un très beau souvenir, quelque chose qui t'a marqué, ou juste une fierté, effectivement. Je pense que ma fierté, c'est ma famille. Parce que... c'est marrant, j'ai une petite émotion, mais parce que ouais, je suis très fière de cette famille qu'on a constituée avec Philippe. Voilà, non sans peine, mais des beaux enfants et beaucoup d'amour. Et je pense que voilà, c'est ma fierté. Je pleure rarement, c'est ouf. Ouais. Bravo. Mais ouais, donc ma famille, et après, ouais, souvenir du confinement aussi, parce que ça a été un moment où, même si professionnellement c'était très difficile, et le matin je travaillais je travaillais de 7h à 15h, mais après, on a passé beaucoup de moments ensemble, et le confinement et Koh-Lanta, je pense que ça m'a donné justement peut-être une vision différente de cette famille et de l'importance qu'elle avait dans ma vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, et puis à très bientôt. Puis on va quand même déguster ce petit cocktail qu'on a fait sur mesure pour toi. Je vais pas dire que c'est moi, mais vraiment le cœur y est, vraiment. Ouais, avec plaisir. En tout cas, c'est très joli, donc j'ai hâte. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Carly. Les boutiques Poche, Papillon et le centre de beauté Elle Fashion vous ont présenté votre émission telle quelle.